étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver après cette interruption des cours de méthodologie due à l'enseignement à distance que j'ai dû dispenser ou que je dispense aux étudiants de M1. Donc, notamment, c'était la matière de sociolinguistique du Maghreb, et c'est une matière qui demande beaucoup de préparation, tout comme les cours de méthodologie demandent beaucoup de préparation, notamment lorsqu'il s'agit d'enregistrer, de préparer, d'enregistrer les cours. Donc, je ne pense pas être très en retard par rapport à l'état d'avancement de vos travaux. Je pense que la plupart sont en train de rédiger la partie pratique de leur mémoire. Ben, s'il y en a qui ont déjà conclu, ce n'est pas trop tard parce qu'on n'a pas encore déposé les travaux de mémoire. Vous pouvez toujours revoir peut-être vos conclusions à la lumière de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. L'enregistrement d'aujourd'hui, c'est le dernier cours que je ferai de méthodologie, concerne les techniques de la conclusion, ou comment rédiger plus simplement la conclusion à mémoire de fin d'études. Donc, nous avons vu l'introduction, nous avons vu en gros donc l'état de l'art qui doit figurer dans la partie théorique. Nous avons vu aussi dans la partie pratique les étapes les plus importantes, notamment le protocole d'enquête et la partie discussion des résultats, traitement des analyses. Nous l'avons vu. Bon, parfois j'ai fait des enregistrements, parfois c'était des communications que j'ai présentées lors de journées d'études ou de séminaires. Donc, tout ça, c'est bon à prendre, tout ça, c'est à voir. Donc, il n'y a pas nécessairement écrit des cours de méthodologie pour que vous sachiez que c'est destiné pour vous. On a fait une journée d'études dédiée à la méthodologie de mémoire de fin d'études, et il y a eu beaucoup d'interventions très riches, très intéressantes, qui ont, je suppose, intéressé aussi les étudiants présents à ces journées d'études. Et j'avais présenté donc j'avais présenté, pardon, une communication qui a porté justement sur le traitement qualitatif des données ou sur la phase d'analyse et de discussion des données, parce que le plus souvent, les étudiants, une fois qu'ils ont recueilli leur corpus, une fois qu'ils ont recueilli leurs données, ils ne savent pas trop quoi en faire, comment passer du commentaire à l'analyse, et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Donc, c'était l'avant-dernier cours, l'avant-dernier cours, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier. Donc, je vais parler aujourd'hui de la conclusion et comment préparer et comment rédiger la conclusion en mémoire de fin d'études. Nous avons dit que pour toutes les étapes du mémoire, il y a deux phases. Même pour le mémoire, de manière générale, de manière globale, il y a deux phases, pardon. Il y a la phase de préparation et il y a la phase de réalisation, la phase de conceptualisation et la phase ou l'étape pratique. Voilà. Donc, pour la rédaction de l'introduction, c'est la même chose, de la conclusion, pardon, c'est la même chose, tout comme pour la conclusion d'ailleurs. Il y a une étape de préparation et une étape pratique. Donc, je ne vais pas être très longue cette fois-ci. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur la conclusion. Les consignes sont les mêmes, les conseils sont les mêmes, les étapes sont les mêmes. Après, il faut être aussi original tout de même dans la réalisation de sa conclusion, tout comme dans la réalisation de son introduction. Pourquoi? Parce que généralement, c'est les deux parties du mémoire, même de la thèse, quand il s'agit d'une thèse de doctorat. Bon, ça, on va prévoir des séances pour les doctorants plus tard. Aujourd'hui, on parle de mémoire de fin d'études. Il y a deux étapes, c'est l'introduction et la conclusion, qui sont très, très importantes dans la mesure où c'est la première impression et la dernière impression que l'on donne à ceux qui nous lisent à notre jury. Donc, la première impression, elle est très importante. La dernière impression qu'on laisse, elle est tout aussi importante que la première impression que l'on donne à notre jury. Donc, c'est très important de prendre un soin particulier à bien rédiger, bien préparer, bien concevoir et son introduction et sa conclusion, sans que j'ai besoin de vous dire non plus que certains membres des jurys peu consciencieux ne lisent que l'introduction et la conclusion. Mais parfois, c'est vrai que quand on a un travail de 400-500 pages,
on lit l'intégralité du travail, mais on revient plus particulièrement sur l'introduction, sur les introductions partielles, sur les conclusions partielles quand un travail est très long. Et dans le cas d'un mémoire de fin d'études, on n'a pas besoin de beaucoup de conclusions, de beaucoup d'introductions partielles. Nous n'avons besoin que d'une introduction générale et que d'une conclusion générale. Alors, je ne vais pas tarder plus que ça. Je vais passer à ma présentation. Je vais partager donc l'écran avec vous et voilà. Voilà. Donc, comme toujours, je vais essayer d'agrandir un petit peu pardon, mon écran. Oui, alors j'agrandis mon écran. Voilà, c'est bon. OK. Donc, je déroule maintenant. Excusez-moi une minute, il y a une petite, il y a une lenteur, des lenteurs qui ne dépendent pas de moi. Donc, l'écran est noir, je suppose. Bon, j'ai dû dérouler trop vite. Mais voilà, on passe donc. Attendez, voilà. Voilà, avec un peu de temps de retard, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, c'est pas la matière, donc c'est technique de rédaction du mémoire de fin d'études. Alors, donc j'avais dit que le thème d'aujourd'hui, c'est comment rédiger la conclusion des mémoires de fin d'études. Le rôle de la conclusion, donc à quoi sert une conclusion? Il faut toujours s'interroger, je l'ai dit et je le répète, sur le pourquoi des choses. Quel est le rôle, le pourquoi de la conclusion, de l'introduction, de l'état de l'art, de l'état de l'art, du protocole d'enquête, etc. Il faut toujours s'interroger sur le pourquoi, le rôle de chaque étape dans un mémoire de fin d'études. Alors, la conclusion des mémoires de fin d'études a pour but, a pour finalité de répondre à la question principale, à la problématique. Donc, la conclusion, elle a pour rôle principal de répondre à la problématique, à la question centrale que l'on se pose. Donc, la question centrale s'accompagne souvent de questions de recherche, ce qu'on appelle traditionnellement les hypothèses, mais ça, on l'a déjà dit. Donc, les questions de recherche aussi doivent trouver leur réponse dans la conclusion à mémoire de fin d'études. Donc, c'est une réponse à la problématique et aux questions de recherche posées au début de la recherche, donc dès l'introduction. Alors, il faut faire attention à ne pas confondre la conclusion avec un résumé. La conclusion de votre mémoire n'est pas le résumé de votre mémoire. Alors, quelles sont les étapes maintenant de la conclusion? Alors, on a l'étape de préparation de la conclusion. Alors, la préparation de la conclusion, elle passe par une première étape. C'est une première étape de relecture globale du mémoire, une relecture d'ensemble du mémoire. Donc, pour se rafraîchir un peu les idées, la mémoire, il faut revoir, il faut relire et faire une lecture d'ensemble de l'intégralité du mémoire. Alors, à quoi sert cette relecture d'ensemble? Elle sert à se rappeler les différentes étapes du raisonnement et elle sert aussi à porter un regard distancié par rapport à la cohérence générale du travail. Parce que quand on est en plein travail, il y a une certaine cohérence, il y a des idées qui nous viennent en tête, qui nous viennent à l'esprit, il y a des besoins de cohérence, des besoins de connexion, de connexion logique entre les éléments, etc. Et c'est des choses que l'on fait partiellement à chaque fois qu'on avance dans le travail. Donc, on ne voit pas cette cohérence, une fois, on ne voit cette cohérence totale que une fois le travail terminé, une fois le travail achevé. Mais du moment qu'on est dedans, on voit que des aspects partiels, on n'a que des perspectives de vision, mais on n'a pas la vision globale du travail. Et donc la cohérence générale, souvent, elle se dégage après qu'on achève le travail, donc après que le travail soit achevé. Alors, ça nous permet aussi de nous remémorer le mouvement de notre pensée, de notre raisonnement partiel, je viens de le dire, par partie, par étape, par chapitre, et ça nous permet aussi d'avoir d'accéder ou de se rappeler ou de mieux voir ce raisonnement
global qui inclut la cohésion et les transitions entre toutes les parties. Donc, c'est une fois que le travail finit qu'on va retrouver cette cohérence et parfois on est souvent même très agréablement surpris de voir un peu la cohérence qu'il y a dans notre travail. Parce que la cohérence, elle est là, il suffit juste de la regarder de l'extérieur, une fois le travail terminé. Et ça donne une. Après, il y a parfois des éléments à rectifier, il y a des choses à ajouter, il y a des connexions à ajouter, il y a des transitions à marquer entre les parties, entre les paragraphes, entre les chapitres, etc. Mais ça, c'est des choses de finition, on va dire. C'est des éléments de finition qu'on apporte au travail une fois qu'on l'a terminé. Alors, l'étape de préparation de la conclusion nécessite aussi une relecture globale, mais aussi une relecture studieuse des différents chapitres, les chapitres théoriques et les chapitres pratiques. Les chapitres pratiques ou les chapitres dits empiriques du mémoire. Alors, il s'agit de dégager les remarques les plus pertinentes par rapport au sujet. Donc, quand on a lu le chapitre, l'étape, certaines étapes, ou certains chapitres, certaines parties, pardon, du mémoire, nous avons dégagé des idées, nous avons commenté des idées, nous avons discuté de certains concepts, peut-être dans la partie théorique, nous avons discuté de certaines idées, de certains concepts, donc de certaines approches, de certaines applications, de certaines théories, pourquoi pas. Et donc, ce sont parfois des remarques très intéressantes, originales, que nous avons dégagées et qu'il faudrait aussi noter dans cette étape de relecture. Donc, on va écrire ça quelque part, noter, ce sont les points forts de votre travail issus de la partie théorique. Et puis, il y a aussi des points forts issus de la partie empirique, de la partie pratique de votre travail, tous les résultats que vous avez obtenus à la suite de l'enquête que vous avez menée ou du travail de recherche, d'investigation que vous avez mené, pas forcément sur le terrain, mais à partir de documents ou de ce qu'on a appelé des corpus préexistants à la recherche. Alors, on dégage donc les résultats, les apports les plus importants à partir de chaque chapitre. Quand on a fait une thèse de 400 pages, il faudrait prendre, donc lire chapitre par chapitre et surtout revenir sur les conclusions partielles, les introductions et les conclusions partielles. À partir de là, dégager les éléments les plus importants, les plus forts. Mais dans un mémoire de fin d'études, je le dis et je le redis, de 45 à 50 pages en moyenne, il faut relire tout le travail et au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, dégager les points importants, les points forts du travail. Alors, l'étape de préparation, on l'a vu, donc c'est surtout de la relecture, une relecture globale, mais une relecture studieuse. Après, on passe à l'étape de rédaction. Alors, sur le plan de la forme, il y a quelques conseils quelques consignes à suivre. La conclusion ne doit pas dépasser une page et demie dans un mémoire de fin d'études de 45 pages en moyenne, je l'ai dit. C'est-à-dire que le nombre de pages de la conclusion sont proportionnels au nombre de pages du travail global. C'est-à-dire si vous avez 45 pages, une page et demie suffit amplement à reprendre l'essentiel du mémoire. Si vous faites par contre un travail de 400 pages, là, il faut peut-être 5 pages ou 4 pages et demie de conclusion, sinon 5 pages et demie de conclusion. C'est vraiment proportionnel au nombre de pages du travail. Alors, la conclusion, elle ne doit pas contenir de citations, dans la mesure du possible, pour éviter de mettre des citations dans la conclusion, tout comme dans l'introduction, je le rappelle, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre la conclusion et l'introduction. Elle doit vraiment être personnelle, elle doit être originale, elle doit être personnelle et voilà, ne mettez pas d'autres voix O et X dans votre conclusion, ne mettez que la vôtre. Alors, la conclusion, elle ne doit pas aussi comporter de nouvelles données, elle ne doit pas comporter de nouveaux éléments, de nouveaux éléments issus d'autres corpus ou de votre corpus. Elle ne doit pas contenir de nouvelles informations, parce que dès que vous introduisez un élément nouveau, il faut l'expliquer, il faut le discuter, il faut l'analyser, il faut le commenter, il faut l'analyser. Et dans la conclusion,
la conclusion ne sert pas à, ou n'est pas le lieu du commentaire ou de l'analyse ou de la discussion. Ça, c'est dans la partie empirique. Donc, on ne doit rien mettre de nouveau dans la conclusion pour ne pas, produire, on va dire, une impression d'inachevé, parce que on doit de toutes les façons analyser, expliquer les données nouvelles ou les informations nouvelles. On va voir après ce qu'on peut mettre de nouveau dans l'introduction. Donc, ce ne sont pas des éléments nouveaux, on va le voir à la fin. Alors, aussi, donc, concernant le déroulement de l'enquête, on ne va pas introduire des éléments nouveaux. Tout ce qu'on doit dire à propos de l'enquête, à propos du corpus, à propos des données, à propos des exemples, on doit le mettre dans la partie empirique ou même dans la partie théorique, mais pas dans la conclusion, où il ne doit y avoir aucun élément nouveau, je le dis et je le répète. Alors, la conclusion ne comporte pas de sous-titres non plus, tout comme l'introduction. Ces divisions donc, se donnent à lire en paragraphes qui reflètent les différentes synthèses des étapes du mémoire. C'est-à-dire, vous allez, je vais vous énumérer le contenu à mettre dans la conclusion, mais je parle de la forme. Donc, sur le plan de la forme, on doit voir un peu les différentes étapes qui doivent figurer dans la conclusion et nous devons les identifier sous forme de paragraphes, tout comme pour l'introduction, par exemple, les objectifs de la recherche, la problématique, les questions de recherche, ensuite la division du travail en parties, etc. Tout ça, on doit pouvoir l'identifier en lisant le travail. Il n'y a pas de sous-titres qui le montrent. On ne met pas introduction, on ne met pas problématique, on ne met pas question de recherche, on ne met pas les étapes du mémoire ou les chapitres du mémoire, etc. Pas de sous-titres dans l'introduction ni dans la conclusion d'ailleurs. Autre conseil de forme, je le dis et je le répète, pour toutes les étapes du mémoire, les phrases doivent être courtes, elles doivent être précises et elles doivent être intelligibles, compréhensibles. Alors, oui, c'est un rappel, le rôle de la conclusion, c'est d'apporter des réponses à la question centrale. La conclusion n'est pas un résumé, elle doit être rédigée et structurée de façon à mettre en évidence les résultats les plus importants du mémoire. Bon, je vous le rappelle, je l'ai dit au début, je le rappelle ici, parce qu'on ne va pas passer au contenu. Alors, concernant le contenu, donc on va commencer par, tout comme pour l'introduction, il y a des étapes, il y a des parties donc, qu'on devine dans l'introduction ou à la lecture de l'introduction. Pour la conclusion, c'est la même chose. Il y a la première phase qui est le rappel du sujet, le rappel du contexte de la recherche, et cette étape-là, et toutes les autres étapes nécessitent un travail de reformulation. C'est un exercice de style. Vous devez reprendre, dire la même chose, mais autrement. Il ne s'agit pas de répéter, de copier-coller ce qui a été écrit dans l'introduction. Il ne s'agit pas de copier-coller ce qui a été écrit dans le corps du mémoire. Il s'agit de dire autrement le sujet, de dire autrement le contexte de la recherche, de dire autrement les mêmes idées. Je l'ai dit aussi à l'occasion d'un des cours de rédaction du mémoire de fin d'études. Le travail de mémoire, mais tout travail scientifique de manière générale, c'est un travail où il y a un exercice de style studieux et laborieux. Il y a du travail à faire sur le plan de la langue, sur le plan de l'expression, sur le plan de la reformulation surtout. C'est très important. Alors, on rappelle le sujet, le contexte de la recherche, on rappelle les objectifs de la recherche également, du mémoire. Donc, on a dit aussi qu'il y avait des objectifs du mémoire, des objectifs généraux, et puis il y a des objectifs de l'enquête. Donc, on rappelle, grosso modo, on va dire, les objectifs les plus importants du mémoire. On rappelle la problématique, là aussi on reformule. On reformule également les questions de recherche les plus importantes. On rappelle les méthodes utilisées. On procède par la suite à une synthèse des principaux résultats obtenus par partie. Et donc là, on passe à d'autres paragraphes, à des paragraphes pour chaque étape. Donc, dans la partie théorique, par exemple, il y a deux résultats très importants. Il y a deux concepts que vous avez traités, dont vous avez parlé, discuté. Et donc, on va mettre ça en deux paragraphes, par exemple, où parce qu'il s'agit de mettre en exergue, de mettre en évidence
les résultats les plus importants. Si j'ai deux remarques importantes ou deux résultats importants, je vais faire en sorte de les mettre en évidence dans deux paragraphes à part, séparés. D'accord? La rédaction, elle doit se faire d'une manière cohérente. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Il faut respecter l'ordre aussi de l'apparition des idées, de la discussion des idées, des remarques aussi dans le travail. Il faut respecter cet ordre, il faut respecter cette logique, il faut respecter cette cohésion. Et il faut, je l'ai dit, mettre en exergue l'intérêt de votre recherche, de vos résultats par rapport à ce qui a été fait jusque-là, d'où l'importance. On revient un peu en arrière, on revient un peu à ce qu'on a déjà dit par rapport à l'état de l'art. C'est-à-dire l'état de l'art, il vous sert à montrer ce qui a été fait et à la fin de votre travail, tout au long de votre travail, vous allez montrer que vous avez fait différemment, que vous avez trouvé d'autres choses plus intéressantes. Et à la fin du mémoire, quand on a commencé à rédiger la conclusion, là, il faut mettre en évidence, mettre en valeur les résultats, vos résultats de recherche et dire peut-être que ça n'a pas été fait jusque-là, ça n'a pas été prouvé dans le contexte qui est le nôtre, par exemple, ou auprès du public sur lequel, ou auprès lequel nous avons choisi d'enquêter. Donc, après, c'est à vous de voir et de montrer l'intérêt de votre recherche par rapport à ce qui a été fait sur le plan méthodologique ou sur le plan théorique ou sur d'autres plans, le plan du contexte, etc. Donc, à vous de trouver l'apport de votre travail à la connaissance sur le sujet et de le mettre en valeur, de le mettre en exergue, de le mettre en évidence. Alors, je continue. Le dernier point, donc il faut aussi, après avoir exposé donc vos résultats les plus importants d'une façon cohérente, d'une façon intelligible aussi, il faut indiquer les limites de la recherche. C'est-à-dire que votre travail, certainement, ne vous a pas permis de tout voir, de tout explorer, de tout analyser, de tout étudier, de tout passer en revue. Donc, certainement, il y a des limites. Il y a des limites à votre travail. Ces limites, il faut les expliciter, il faut les dire, il faut les expliquer et il faut les exposer à votre lecteur et les expliquer brièvement, faute de temps, parce qu'il y a, je sais pas, il y a des limites de temps, il y a des limites d'espace pour votre travail, il y a des empêchements sur le terrain qui n'ont pas facilité ou qui vous ont pas permis donc de terminer la recherche parce que vous avez dû faire des choix théoriques, des choix pratiques, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Donc, il faut expliquer brièvement, de façon convaincante, surtout, les limites de votre travail, montrer quelles questions de recherche n'ont pas trouvé de réponses, quelles sont les questions de recherche auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse, ou des éléments de réponse, quels aspects n'ont pas été traités, quels aspects n'ont pas été abordés. Peut-être que vous avez annoncé vouloir enquêter auprès d'un public dans votre introduction, mais à la fin, vous n'y arrivez pas, ou au cours de votre travail, vous n'y arrivez pas, donc il faut dire pourquoi. Pourquoi certains points n'ont pas été suffisamment analysés, il faut le dire aussi, si c'est le cas. Quels sont les nouveaux éléments qui sont apparus, qui ont surgi durant votre travail ou au cours de votre travail et que vous n'avez pas pu aborder, traiter parce que vous aviez déjà un programme d'études, vous avez déjà des éléments que vous vouliez exposer, donc des aspects ont surgi, vous ne pouviez plus donc les intégrer à l'analyse. Donc, ça aussi, c'est des choses intéressantes à dire. Vous pouvez le reprendre par la suite pour les perspectives. Hein, j'anticipe un petit peu. Et voilà. Donc, il faut toujours conclure, on vient en perspective, avec une ouverture, avec un élargissement des perspectives de la recherche actuelle. Il faut poser de nouvelles questions. Il faut poser de nouvelles questions à partir des questions que vous avez déjà traitées, des questions que vous n'avez pas pu traiter, des questions que vous n'avez pas eu le temps de traiter, des questions que pour des raisons que vous connaissez n'ont pas été traitées. Donc, il faut poser ces nouvelles questions
interroger d'autres terrains, d'autres contextes, dire par exemple que dans d'autres contextes, on aimerait bien savoir ce que mes recherches auraient donné dans tel contexte, mes investigations, qu'est-ce qu'elles auraient donné dans d'autres contextes, dans des contextes proches des nôtres, etc. Alors, l'élargissement des perspectives peut se faire sur le plan théorique. C'est des concepts qu'on n'a pas discutés, que nous n'avons pas eu le temps de discuter. On peut les discuter aussi, mais il y a des éléments aussi qui relèvent de la méthodologie que nous n'avons pas aussi eu le temps donc d'aborder et qu'on peut aussi aborder. Donc, l'élargissement, les perspectives d'élargissement, les perspectives de recherche peuvent être d'ordre théorique, elles peuvent être aussi d'ordre méthodologique, mais elles peuvent être aussi d'ordre à la fois théorique et méthodologique. Il ne faut pas aussi non plus faire tout un programme de recherche. Il s'agit de se poser 2-3 questions intéressantes, pertinentes, pour montrer que vous êtes dans une perspective de réflexion, vous êtes dans une perspective de recherche, que vous êtes dans une perspective d'interrogation, que vous avez un esprit curieux, un esprit scientifique curieux, que vous vous interrogez, que vous êtes passionné par ce que vous faites, parce que vous êtes passionné par votre objet d'étude. Et quand on est passionné par son objet d'étude, on ne peut que se poser indéfiniment des questions par rapport à notre sujet ou par rapport à des sujets similaires ou semblables aux nôtres. En tout cas, nous n'arrêtons pas de nous poser des questions sur nos objets de recherche à l'intérieur des champs disciplinaires qui sont les nôtres. Alors, les réponses, quand on obtient des réponses ou quand on obtient des éléments de réponse, elles ouvrent toujours, ces réponses, elles ouvrent toujours d'autres perspectives. Cela prouve donc, je l'ai dit, je le répète, ici c'est écrit prouve, c'est vos capacités à réfléchir à d'autres sujets, à d'autres aspects, et surtout à vous projeter dans la recherche, dans votre domaine d'études. Nous l'avons dit, le mémoire de fin d'études, c'est un mémoire, c'est un travail de recherche, d'initiation à la recherche qui montre vos capacités rédactionnelles. On revient au premier cours là, et il vous montre votre capacité de réflexion, d'abstraction sur des sujets qui relèvent de votre domaine d'études. Donc voilà, j'espère avoir été claire. Je vous remercie de votre attention et voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc une minute, voilà. Voilà, donc il y a longtemps que je n'ai pas manié toutes ces machines. Donc voilà, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que le cours a été clair. Donc je vous demande de prendre, de tenir compte un peu de toutes tous ces consignes, tous ces conseils pour la rédaction de la conclusion de votre mémoire de fin d'études. Je vous souhaite donc beaucoup de courage pour la finalisation de vos travaux et je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des interrogations d'ordre théorique ou d'ordre méthodologique concernant donc, votre mémoire de fin d'études. Je vous souhaite encore une fois bon courage et bonne chance aussi pour la suite de la réalisation de vos mémoires et ben, au prochain cours, peut-être sur d'autres objets d'études. Merci et au revoir.